Nous allons continuer notre exploration interactionnelle et pour cela, il va falloir définir ce que c'est un espace à partir de l'ouvrage de Gravero et Varley et voir dans quelle mesure un espace peut avoir un impact sur les interactions. Premièrement, nous retiendrons principalement que l'espace, d'un point de vue sociologique, se définit comme citation, en d'autres termes, l'espace est une dimension sociale qui participe à la structuration sociale. Dans cet ouvrage, nous pouvons aussi retrouver la différence que fait Marc Augé concernant lieu, espace et territoire. Le lieu est une dimension ancrée, physique et symbolique. L'espace est une dimension socialement pratiquée et mobile. Selon lui, le territoire est le processus par lequel les individus vont faire lieu en dotant de sens les espaces qu'ils investissent. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a une différence entre lieu et espace, déjà, et que les espaces ne sont pas figés. Et nous verrons dans quelle mesure le langage est à même de construire et de rendre mobiles les espaces sociaux. Pour revenir à la salle de sport, nous allons la considérer comme un espace public. Citation. Donc la salle de sport rentre dans cette catégorie, il me semble. Nous définirons donc la notion d'espace public comme citation. Nous avons donc un lieu, la salle de musculation, avec ses machines, son organisation spatiale, les activités prédéfinies par sa nature. Et nous avons un espace qui est la salle de sport, avec ses pratiques spécifiques, les expériences vécues de chacun et chacune dans cet espace, et les interactions qui y sont liées. Maintenant que nous nous sommes mis au point sur ce qu'est une interaction et sur ce qu'est un espace, il est temps de se pencher sur les spécificités de la salle de sport. Pourquoi la salle de sport crée un espace social particulier où il est possible d'y retrouver des interactions spécifiques et propres à cet espace? Eh bien pour 3 grandes raisons que nous allons découvrir ensemble. Premièrement, le décor, les propriétés du lieu, en dehors de toute interaction, définissent un potentiel d'activité par la morphologie spatiale du lieu. Pour ainsi dire, nos possibilités d'entreprendre des activités dans ce lieu sont limitées par sa nature initiale. Pour comprendre quelle influence un décor peut avoir sur les individus et sur les interactions, il faut revenir à la métaphore théâtrale de Goffman. Goffman nous dit qu'il est possible de voir une analogie entre la mise en scène théâtrale et les interactions. Quand nous interagissons avec d'autres individus, nous sommes, comme qui dirait, des acteurs en représentation. Nous nous mettons en scène. Nous voulons donner une certaine impression à un public, aux autres individus. Et ceci par notre capacité d'expression. Montrer une certaine facette de notre identité sociale. Choisir un rôle et le performer. Quand nous interagissons avec d'autres individus, il nous faut définir une situation de communication. C'est-à-dire qu'il faut montrer quel rôle on joue, comment on se positionne par rapport à l'autre, comment interpréter la situation, comment on définit ensemble, on se met d'accord sur quelle est la relation qu'on va avoir. Pour réussir à la définir, nous la négocions sans cesse à l'aide de notre façade sociale. On propose des rôles et on voit si les autres les acceptent. Selon les situations et selon les individus avec qui on se trouve, on choisit de performer un rôle. Je peux performer l'étudiant, je peux performer le sportif, je peux performer l'animateur. Tous ces rôles-là sont dans ma palette, dans ma façade, qui me permet
d'interagir avec les autres individus. Il n'y en a aucun qui est plus vrai que l'autre. Il n'y a pas de rôle plus sincère qu'un autre. Il n'y a pas de vrai rôle, pas de vraies facettes. C'est des masques qui sont adaptés aux situations dans lesquelles on a l'habitude de se trouver. Comment Goffman définit une façade sociale? Citation. La façade sociale se compose d'un décor, qui est un lieu stable, comme par exemple une salle de musculation. Le deuxième élément qui compose une façade sociale, c'est la façade personnelle. Dans cette façade personnelle, l'apparence se compose de notre âge, notre sexe et nos vêtements. Tous ces éléments révèlent le statut social de l'acteur. Les manières, qui sont l'autre élément qui compose la façade personnelle, se composent de nos mimiques et de notre façon de parler. Les manières révèlent le rôle que l'acteur compte jouer lors de sa représentation. Le lieu est donc un des éléments qui permet de définir la situation de communication. La définition d'une situation de communication se fait toujours en co-construction avec les individus présents. À tout moment, nous pouvons décider de changer de rôle et de situation. L'acteur qui propose un rôle ne peut réaliser sa performance que si son public, son auditoire, les autres personnes présentes à ce moment-là acceptent sa représentation. Par exemple, si un individu à la salle de sport, à la salle de musculation, veut prendre le rôle d'un coach, ça arrive souvent, mais que son public, nous, les autres personnes présentes, ne le considèrent pas comme compétent. En fait, il sait rien. La négociation va mal se dérouler. Nous n'accepterons pas sa performance. Nous la mettrons à rude épreuve. La définition de situation que cet acteur propose ne sera pas acceptée. Et elle sera reconstruite par les individus présents, qui vont négocier jusqu'à quel point chacun peut jouer quel rôle. Donc, si un individu, un acteur, propose un rôle de coach alors que nous ne considérons pas qu'il a les compétences nécessaires pour pouvoir performer ce rôle, nous refuserons sa représentation et nous ne coopérerons pas avec lui, ce qui l'empêchera de performer convenablement son rôle. La négociation est sans cesse présente dans les interactions. On négocie tout le temps. Le lieu, comme décor, a donc une certaine importance dans la définition de la situation. À la salle de sport, nous avons des attentes particulières quant au comportement des individus que nous rencontrons. Certaines façades sociales, face à la répétition, face à l'habitude, face à la redondance, s'institutionnalisent. C'est-à-dire qu'à force d'être ritualisées, à force d'être répétées, nous avons des façades déterminées. Qui dit façade déterminée dit rôle déterminé. À force de performer un certain rôle, qui est connu de tous, nous nous enfermons dans ce rôle-là. Et dans la situation de communication qui se répète, alors nous avons un rôle préétabli par l'habitude. Et le lieu, l'espace dans lequel nous nous trouvons, va à certains moments, à certains endroits, nous donner un rôle social établi. Nous avons donc des attentes stéréotypées, liées à une représentation collective de ce que un individu doit faire à la salle de sport. Vu qu'on s'imagine ou qu'on sait plus ou moins comment doit se comporter quelqu'un, un individu à la salle de sport, nous avons donc des attentes normatives. C'est ça, des attentes stéréotypées, liées à une représentation collective. Le rôle attendu, quand on va à la salle de sport, c'est celui du sportif. Peu importe la qualité de la performance de ce rôle. Peu importe la qualité de la performance de ce rôle. Le rôle que nous performons doit toujours être en lien avec le lieu et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, nous pouvons retrouver à la salle de sport différents rôles du sportif, ou du moins versions de ce rôle qui peuvent exister. Le sportif du dimanche, le sportif maladroit, le sportif pas très sérieux, le sportif sérieux, le sportif passionné, le sportif compétiteur, le sportif coach, etc., etc. La situation et le lieu, l'espace dans lequel nous nous trouvons, va, à certains moments, à certains endroits,
nous donner un rôle social établi. Quand on va à la salle de sport, on sait plus ou moins de quelle manière on doit se comporter et de quelle manière les autres vont se comporter, plus ou moins. On sait ce qu'on doit y faire là-bas, l'activité préétablie à cause de la morphologie spatiale du lieu, de l'activité principale qui doit être réalisée là-bas. Tout ça va conditionner la façon dont nous allons nous comporter. Et donc, nous prenons un rôle. L'idée principale, elle est là. L'idée principale, c'est que, par les représentations collectives, il y a une attente particulière vis-à-vis des comportements des individus. Et on n'a pas tellement le choix du rôle qu'on va performer. Par contre, on a le choix de la manière dont on va performer ce rôle. Le lieu va donc avoir une influence sur la nature et sur les spécificités du rôle que nous choisissons de performer. Bien évidemment, on peut toujours trouver des exceptions, comme les employés qui ne s'occupent pas de l'univers sportif de ce lieu. Eux auront un rôle déterminé lié à la nature de leur travail et à la nature de l'activité qu'ils ont voulu réaliser à ce moment-là. Premier point, on peut avoir des spécificités liées au lieu salle de musculation, par du lieu salle de musculation, de cette manière-là. Comme décor. Le décor va avoir une incidence sur le rôle que nous allons performer et, par la même occasion, donc sur les spécificités de l'interaction. Deuxième chose qui rend les interactions à la salle de sport spécifiques. Le rapport au corps. Le rapport au corps. Le corps, à la salle de sport, est à la fois un outil qui permet de réaliser ses objectifs. Sans corps à la salle de sport, c'est compliqué. C'est aussi une marchandise sponsorisable qui renvoie à l'éthos et à l'image que l'on veut donner. Et le corps est aussi un texte sémiotique qui nous narre une certaine histoire. Le corps, à la salle de musculation, à la salle de sport aussi, raconte une histoire, raconte une certaine transformation, raconte un avant, un après, raconte un vécu, une expérience. Pour bien comprendre comment le corps a une incidence sur nos interactions et sur notre rapport à la salle de sport, une petite citation qui fait toujours plaisir. Le corps ici est comme un moyen de médier, d'accompagner, d'inciter l'utilisation de plateformes en partie commerciales comme Instagram ou YouTube. Ah, il fallait le dire. Eh oui, eh oui. Le corps vitrine, plus il est présentable, plus nous avons la légitimité pour vendre des choses. C'est pas le sujet, hein. Donc on va couper court, direct. Le corps n'est pas qu'un outil ou un instrument à la salle de sport. C'est pas qu'une vitrine, et c'est pas qu'un outil qui nous sert juste à réaliser notre séance de sport. On a dit, il raconte aussi une histoire. Il devient un élément de premier plan, contrairement à d'autres situations. Quand on va à la salle de sport, le corps passe au premier plan. Dans les thèmes de la conversation, contrairement à d'autres situations, on va parler de notre corps ou du ressenti lié à un changement ou une transformation dans notre corps. Que ce soit au niveau de la diète, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'esthétisme, que ce soit au niveau des performances, au niveau de la fonctionnalité, au niveau de nos objectifs. Il n'est pas dans la conversation tout le temps. Il n'est pas le centre de toutes les interactions. Néanmoins, en tant que thème, il prend une certaine importance qu'il n'a pas dans d'autres situations. Dans d'autres lieux, on ne parle pas de notre corps comme ça. On ne parle pas autant. C'est pas le sujet de la conversation. On ne parle pas de ça. C'est gênant. Bah, à la salle de sport, on a le droit. Tu peux parler de ton corps. Pourquoi ? Parce qu'il devient un élément de premier plan. D'une certaine manière, le corps il devient le centre d'attention et de préoccupation des individus à la salle de sport. En tant que chose au centre de tous les regards, possédée par tous, mais différent pour chacun, personne n'a le même, hein. Il nous raconte une histoire. Il nous raconte une histoire. En ce sens, le corps est aussi un actant qui participe au récit de notre histoire individuelle. Jacques Fontanille, grand nom de la sémiotique. Citation, attention, cette citation-là, elle est plus difficile à comprendre que les autres, je vous préviens.
Dans son ouvrage, il démontre que le corps peut être pris dans son ensemble, comme un corps actant au cœur d'un récit et non seulement comme une gestuelle. C'est pas que de la gestuelle le corps, c'est autre chose, ça peut être plus important. Quand nous pénétrons dans la salle de sport, l'actant principal de ce que nous racontons à travers les signes que nous envoyons, un des éléments principaux, c'est le corps. Il devient un actant indispensable à notre histoire. Sans corps, tu racontes pas toute ton histoire à la salle de sport. Notre corps est alors le témoin de notre histoire. Il communique aux autres ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons. Il peut avoir différentes places dans la structure syntaxique de notre récit, mais il a toujours une place fondamentale. Nous pouvons le placer comme le sujet de notre récit et considérer que notre histoire raconte la transformation de notre corps en un meilleur état. C'est lui qui va réaliser des objectifs, qui va se conjoindre ou se disjoindre à son objet de valeur. Les vrais savent. C'est le corps, un élément qui va nous permettre d'atteindre un certain état. Peu importe la nature de cet état. Peu importe quel est l'objectif final. Même si nous retrouvons ce trio, santé, performance, esthétisme. Bien sûr, on peut rajouter spiritualité, on peut rajouter fonctionnalité, on peut rajouter plein de choses, mais c'est toujours par rapport au corps. Soit c'est un adjuvant, quelqu'un qui nous aide, soit c'est le sujet, c'est celui qui va réaliser cette transformation, soit c'est un opposant, il peut être contre nous. En fait, il va pas nous aider à réussir à atteindre notre objectif. Ça peut être la barrière, ça peut être le truc « Ah, mais ça, mon corps me fait mal, j'y arrive pas, j'ai pas les muscles pour, mes os sont trop lourds pour faire du squat parce que mes tibias, c'est devenu un obstacle. Oui, mes insertions musculaires sont pas bonnes, je peux pas progresser à la musculation. » Obstacle, obstacle, obstacle. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette deuxième partie sur les spécificités de la salle de sport? C'est que dans le lieu salle de musculation et dans l'espace salle de sport, l'espace mobile qui se déplace, qui n'est pas forcément attaché à un lieu. Attention, on va revenir dessus. C'est l'importance spécifique que nous avons du corps et de ses aboutissements. Dans cet espace et dans ce lieu, le corps a une place spécifique et privilégiée par rapport à d'autres situations de communication. Cet élément va conditionner la manière dont nous interagissons, mais surtout le thème de nos conversations. Le troisième élément, qui n'est pas le moins important et qui rend particulier les interactions à la salle de sport, c'est la présence de discours d'arrière-plan ou plutôt d'interdiscours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans dans quoi? Dans les sciences du langage. Depuis le début, on est dedans en fait. Discours d'arrière-plan, contenu d'arrière-plan, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? De quoi tu me parles? Pour bien comprendre de quoi nous parlons, nous allons nous référencer à l'ouvrage de Dominique Minguenot, Discours et analyse du discours. Selon lui, discours est un terme polysémique qui peut avoir plusieurs sens. Il nous définit ce qu'est un discours d'après sa discipline de la manière suivante. Là, ça va être plein de petites citations. Et ben c'est parti. Comme étant une organisation au-delà de la phrase. Comme étant une forme d'action. Comme étant interactif. Citation. Comme étant contextualisé ou indexicalisé. Comme étant prise en charge par un sujet. Comme étant régi par des normes. Comme étant pris dans un interdiscours. Comme construisant socialement le sens, et c'est la dernière, c'est fini. Ce qui nous intéresse dans cette définition du discours, c'est essentiellement trois choses. Premièrement, le discours est une forme d'action qui a une influence sur nous. C'est la performativité du langage. Dire, c'est faire. C'est un titre de bouquin, ça. Je l'ai là. Vous voulez voir? Quand dire, c'est faire. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que les discours que nous avons sur les choses ont un impact
sur les autres, sur le monde, sur nous-mêmes. Ça sert à quelque chose de parler. Ça permet de changer les choses, d'agir sur le monde. C'est génial cette histoire. Faut pas hésiter à parler moins pour moi. Alors, deuxièmement, le discours, pour être appréhendé, doit être pris par rapport à d'autres discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des discours qui existent, qui sont là, qui circulent, on sait qu'ils sont là, et quand quelqu'un formule un discours, énonce un positionnement, ça nous renvoie à un autre discours qui existe déjà, qui a déjà été dit. Donc, il y a des discours qui existent, ils dialoguent entre eux, dialogisme de Bakhtin, dialectique. Et d'une certaine manière, ils influencent la façon dont nous-mêmes nous construisons nos discours, mais par la même manière, les représentations que nous avons, les contenus d'arrière-plan qui se constituent notamment de discours, ont un impact sur nous-mêmes. Les discours ambiants, qui sont là, vont avoir une incidence sur notre façon de penser et notre façon d'agir. Rappelez, les discours ont un impact, et les discours, il y en a partout. Troisièmement, les discours construisent et reconstruisent socialement le sens. Ah, on ne peut pas dire plus, hein. Et ça construit et ça reconstruit. Toujours dans cette dynamique de co-construction avec les discours, discours contre discours, dialectique, hétérogénéité dans notre discours, tout ça, tout ceci, ça va construire et reconstruire de nouveaux sens. Ça veut dire qu'on peut créer des nouvelles choses avec le discours. On reconstruit des nouvelles choses, on reconstruit le sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y a rien. Quand nous allons à la salle de sport, nous sommes au fait, nous avons connaissance des discours qui circulent sur ce sujet, sur la salle de sport, sur la salle de musculation, sur les pratiquants à la salle de musculation, notamment grâce à l'émergence des sociétés du numérique, les réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux permettent de matérialiser les discours qui circulent. Insta, quand les gens publient en dessous de leurs photos, c'est des discours ça. Quand tu vas sur Twitter, ça critique. C'est des discours, ça. Sur YouTube, les youtubeurs, ils produisent des discours. Ils en convoquent aussi. Ils convoquent d'autres discours. Ils mélangent tout ça. Hop, ça matérialise. Ça devient encore plus concret que ça n'est déjà. C'est déjà concret, c'est déjà concret. Mais là, t'as des traces. C'est encore plus omniprésent. T'as une pression sociale liée à l'ambiance discursive qui est en train de naître grâce à la société du numérique. Les réseaux sociaux sont un espace où se matérialise un nombre important de discours. Discours véhiculant des idéologies et des systèmes de valeurs. De ce fait, nous nous préparons à être confrontés à certains discours dévalorisants et par la même occasion, nous nous alignons implicitement à d'autres discours valorisants. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais à la salle de sport, je suis au fait de plus ou moins ce qui se dit sur la salle de sport et sur les sportifs. Et quand on va à la salle de sport, on se prépare, pas forcément de manière volontaire, à être confronté à ce thème discursif, à ce type de discours-là. À la salle de sport, tu sais que justement, ça peut parler de ton corps, ça peut parler de ton alimentation, ça peut parler de ta santé, ça peut parler de ton hygiène de vie. Tu dors bien? Ah bah c'est pour ça que tu progresses pas. Tu manges bien? Ah bah, si tu veux encore progresser, il va falloir bien manger. Quand nous allons à la salle de musculation, ou que nous performons en dehors de la salle de musculation, le rôle de sportif, nous pourrions retrouver ce genre de critiques dévalorisantes. Tout ça, c'est des choses qu'on m'a dit. Hein. Moi, je suis un pratiquant de sport, donc je vous dis les discours auxquels j'ai été confronté. Hein. C'est de la gonflette. Tu fais ça pour attirer le regard des autres. Tu es imbu de ta personne, égocentrique, égoïste. Tu n'as pas de force, c'est que du paraître, c'est pas de l'être. Tu prends des compléments alimentaires, c'est de la triche. Oui, mais tu n'es pas fonctionnel. Tu n'as pas de vie en dehors de la salle. C'est pas la même chose en vrai et sur les réseaux. Sur Instagram, t'es bien, mais en vrai, c'est pas ouf. Hein. Tu te dopes. Il y en a qui se dopent. Hein. Ah oui, bah c'est une critique, ça aussi. Tu fais ça pour séduire. Tu fais ça pour séduire.
pour draguer, pour te rendre plus séduisant ou séduisante. Bref, tout ça c'est des critiques. Ok, oui, mais on s'en fiche en fait un peu de qu'est-ce que ça relève, de qu'est-ce que ça dit, etc. Ce qui nous intéresse, c'est que nous, quand on va à la salle de sport, on sait qu'on peut être confronté à ce genre de discours. Lionel Belliquet. Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce que t'as pris? J'ai rien pris. J'ai rien pris. C'est la recherche qui a fait ça, je fais pas. C'est bien. Le troisième élément qui rend spécifique la salle de sport, c'est donc la nature et le thème des discours circulant sur le sujet et qui ont un impact sur la figure du sportif. Et oui, toi, tu veux performer le rôle du sportif, les discours concernent la figure du sportif. Donc, il y a des relations qui se font.